On va parler, bien sûr, ce matin de Marine Le Pen et on va tout de suite voir le sujet de Maxime Leguet. Et puis, vous me direz, parce que le Conseil constitutionnel, la décision qu'il a rendue vendredi, personne n'a la même analyse. C'est drôle d'ailleurs, j'ai lu, vous avez vu, personne n'a la même analyse. Alors, selon les avocats que vous contactez, c'est différent. J'ai lu Noël Lenoir qui trouvait que le Conseil constitutionnel n'allait pas, était un peu timoré, si j'ai bien compris. C'est de l'eau tiède. Hein. Oui. C'est totalement de l'eau tiède. En fait, le Conseil constitutionnel dit, en clair, hein, oui. Le juge est compétent pour analyser le caractère proportionné ou non de cette exécution provisoire d'inéligibilité. Donc, en gros, débrouillez-vous, quoi. Hein. Il renvoie la patate chaude sans trop souiller, en précisant comme quelques critères, en disant voilà, j'ai cité trois critères quand même, moi. Oui, mais ces critères, on les connaissait. Ah bon? Et il dit aussi qu'il faut garantir la liberté de l'électeur. Quand même. Voilà, mais garantir la liberté de l'électeur, c'est encore une fois, c'est le juge qui prend la décision très grave et responsable de savoir si oui ou non il doit priver les lecteurs. De toute façon, c'est le juge. Pierre-Henri Bovis. Mais alors vous, par exemple, vous êtes avocat, donc vous êtes votre pronostic? Vous savez, j'aurais tendance à croire qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire si elle était condamnée, parce qu'une relaxe est encore possible. Oui. On met tous Marine Le Pen condamnée, mais elle a plaidé la relaxe. Elle pourrait être relaxée si elle était condamnée. Je n'imagine pas qu'un juge puisse prendre une telle responsabilité de prononcer l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité. D'ailleurs, je trouve totalement absurde ces peines d'inéligibilité avec l'exécution provisoire. C'est encore un coup des législateurs après l'affaire Cahuzac, de vouloir faire plus blanc que blanc avec les lois sur les transparences. D'ailleurs, pour renouer le contact entre les citoyens et la politique. Ce qui a eu un effet totalement inverse. Enfin, ce qui pourrait aussi avoir un effet totalement inverse. Mais on est dans une séquence morale qui a débuté il y a 10 ans, 15 ans, et qui, dans tous les rouages de la société, est présente. C'est vrai chez les journalistes qui ont une carte de prêche, c'est vrai dans la justice, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans les relations hommes-femmes, c'est vrai dans toutes les relations. Alors parfois ça peut avoir du bon, mais le jugement qu'on pose sur les sujets est d'abord un jugement moral. Oui, mais c'est parce qu'on passe aussi d'une période où on avait l'impression que les politiques étaient au-dessus des lois, que de toute façon ils n'étaient jamais punis. Pourquoi est-ce que cette loi Sympa 2 a été prise? Parce qu'on sortait de l'affaire Chirac, rappelez-vous, avec Non, mais il y avait eu l'affaire Chirac précédemment, où on s'était aperçu que finalement cette histoire des emplois fictifs à la mairie de Paris, Chirac n'avait jamais été inquiété. Il n'a été inquiété finalement que 15 ans plus tard, à une époque où il n'était plus véritablement ni en âge ni en situation de se défendre. Oui, mais bon, on va voir le sujet peut-être. On va voir le sujet parce que de Maxime Leguet, même si alors tout le monde évidemment connaît bien le sujet maintenant, tout le monde comme toujours est devenu spécialiste du droit constitutionnel ce week-end. Tout le monde a un avis. Ultra crépidarien, ça s'appelle. Ça s'appelle comment? Ultra crépidarien. Vouloir donner un avis sur tout sans savoir de quoi on parle. C'est notre boulot, quoi. Alors, moi, je traduis ça en disant c'est des toutologues. Oui, ou des toutologues. Mais répétez le mot parce que c'est un mot savant. On est ultra crépidarien. Oh là là. Eh ben, nous sommes ultra crépidarien. Non, mais c'est bravo, franchement, ultra crépidarien. Bon, voyons le sujet de Maxime Leguet. C'est une décision qui pourrait être historique et un véritable séisme politique. Ce matin, le tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer sur le sort de Marine Le Pen dans le procès des assistants parlementaires européens. La chef de file du RN risque jusqu'à 300 000 € d'amende, 5 ans de prison dont 2 fermes et aménageables et surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans. Au cœur des interrogations, la question de l'exécution provisoire qui pourrait être prononcée par les juges. En clair, la peine d'inéligibilité prendrait effet immédiatement, et cela même en cas d'appel interjeté par Marine Le Pen. Conséquence directe, elle ne pourrait pas se présenter pour l'élection présidentielle de 2027. En revanche, Marine Le Pen pourrait rester députée jusqu'à de prochaines élections législatives et ne serait pas obligée de démissionner de son mandat en cours. Autre scénario, si le tribunal prononce une inéligibilité simple, sans exécution provisoire, et que Marine Le Pen décide de faire appel, la peine sera suspendue jusqu'au 2e procès. Dans ce cas de figure et au regard des délais de procédure, il est peu probable qu'une décision définitive soit rendue avant l'élection de 2027 et l'empêche donc d'une éventuelle candidature. Je vous propose d'écouter Pierre Lelouch qui était ce matin sur l'antenne de CNews avec notre ami Romain Desarbres. D'abord, je ne sais pas du tout ce que les juges vont faire, puisque l'incrimination, elle existe dans les textes, et donc les juges sont saisis de ces textes. Voilà, après, ils sont souverains.
Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. D'abord, je suis un peu surpris que le risque d'exécution provisoire soit mentionné dans cette affaire, parce que l'exécution provisoire, elle est assortie d'un certain nombre de conditions, dont l'urgence, le fait de ne pas réitérer, le risque de réitérer le délit, c'est pas franchement le cas. Et puis, enfin et surtout, il y a le cas Bayrou, Premier ministre actuel, qui a fait l'objet de poursuites exactement pour la même chose, c'est-à-dire pour les abus de financement de partis déclarés comme assistant parlementaire en Europe, au Parlement européen. Bayrou est sorti de cette affaire sans être moins du monde inquiété. D'ailleurs, le parquet a saisi une nouvelle fois la justice, mais enfin, on est quand même devant 2 poids 2 mesures. C'est un peu étonnant. Les dernières remarques, il y a un vieux principe, Montesquieu, la séparation des pouvoirs, etc. On s'aperçoit que de plus en plus, tout se mélange, mais partout. Regardez Trump, qui avait 7 juges derrière lui, ça n'a pas empêché de gagner. Enfin, Strauss-Kahn a été éliminé, Fillon a été éliminé par une mise en examen un peu intempestive et rapide au moment de la présidentielle, ce qui a permis à M. Macron de gouverner le pays depuis 7 ans quand même. C'est pas rien l'implication de ce genre de choses. Ah, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'Elisabeth Lévy, c'est vrai que tout ça, alors toutes ces affaires sont très différentes les unes des autres. Oui, et évidemment, mais il y a 2 choses, si vous voulez, c'est qui a donné ce pouvoir aux juges. C'est-à-dire, vous nous dites, Olivier, avant c'était terrible, il y avait de la corruption partout. Ils ont voulu jouer les chevaliers. Les politiques ont voulu jouer les chevaliers blancs. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient plus blancs que blancs. Ils ont voulu nous la jouer comme ça. Eh bien, ce sont eux qui ont donné le pouvoir. Oui. C'est eux qui ont voté une loi où on dit que c'est pas l'électeur qui décide, d'accord, que c'est pas l'électeur qui choisit qui il a le droit d'élire et quel degré, après tout, de faute passée il accepte. On a le droit de vouloir voter pour des gens qui ont été condamnés, je suis désolé. Ce n'est plus l'électeur, ce sont des juges. Mais il faut d'abord le reprocher aux politiques, comme pour l'extension du pouvoir des juridictions et comme pour tout le reste. Ils se sont dessaisis et maintenant ils pleurent parce que les juges utilisent le pouvoir qu'on leur donne. Nathan Devers, alors Nathan Devers, je fais juste une petite parenthèse. Vous avez écrit une très belle préface dans un livre de M. Drucker, oui, que j'ai vu hier soir d'ailleurs sur France Télévisions, qui était en pleine forme, dans une excellente séquence. Je ferme la parenthèse parce que j'espère que Michel viendra nous voir. Bah oui. Et vous viendrez, vous serez avec là, évidemment. Avec joie. Et c'était une expérience passionnante. Oui, alors sur ces affaires. Non, mais peut-être pas jusque-là quand même, mais bon. Non, si, parce qu'il m'a déstabilisé, c'est pas mal. Là, ouais. C'était son autobiographie, qui m'a raconté. On a fait une série de discussions, donc j'ai passé un été à écouter ses leçons de vie, ses leçons de télévision sur ce qui a changé depuis le début de sa carrière, et c'était vraiment passionnant. Et j'ai appris énormément. Voilà, c'est pour ça. C'était pas la préface en elle-même, c'était le. Mais vous avez passé tout l'été pour faire cette préface. Non. Pas la préface, mais pour écouter tout ce qu'il m'a raconté de son existence, etc. Et ça, c'était une bonne partie de l'été. Ouais. Bon, on ferme la parenthèse. Et on salue Michel qui nous écoute peut-être, même s'il écoute généralement 3-4 personnes en même temps. Oui, alors sur ces affaires, je pense qu'elle raconte une transition Nathan Devers. Qui est très symptomatique. C'est-à-dire qu'en effet, si on regarde tous les politiques de l'histoire de la Ve République qui ont confondu la raison d'État avec leurs intérêts personnels, avec nos critères d'aujourd'hui, on pourrait condamner à peu près tous les anciens présidents, excepté peut-être M. Pompidou. Mais sinon, on pourrait trouver des affaires pour chacun d'entre eux. Et cette génération-là que vous avez citée, Fillon, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, c'est une génération de transition. Ça veut dire que d'une part, elle a appris la politique sur le modèle des générations précédentes. Et donc elle aussi, il lui est arrivé de confondre les deux, raison d'État, intérêt personnel. Et elle se retrouve avec ses affaires. Et de l'autre, elle subit un changement de critères. Et en l'espace de 10 ans, il se fait que maintenant le moindre écart de la part d'un politique donne lieu à une condamnation exemplaire, parfois plus exemplaire que de la part d'un autre citoyen. Et la question que ça pose à mon avis, c'est quelle sera la classe politique de la prochaine génération ? Est-ce qu'elle ne sera pas un peu robotisée ? Est-ce qu'elle sera un peu aseptisée ? C'est ces questions-là. Est-ce qu'elle existera ? Bon, vous avez parlé d'intérêt personnel. Je pense que il n'y a pas d'enrichissement personnel dans l'affaire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire exactement cela. En tout cas, le modérateur. Intérêt personnel en politique. Bon. Intérêt, même d'un parti, vous voyez ce que je veux dire ? Intérêt particulier, ce serait le meilleur mot. Mais Nicolas Sarkozy, François Fillon, Marine Le Pen, c'est un peu la même affaire. La question que vous posez est très intéressante. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie politique aujourd'hui ? Quand vous êtes à gauche et que vous faites de la politique, vous grimpez, entre guillemets, dans l'échelle sociale. C'est-à-dire que je vois messieurs Delegout, etc., leur engagement à gauche est synonyme de monter dans l'échelle sociale.
Quand vous êtes à droite, vous baissez dans l'échelle sociale votre engagement politique. C'est que vous étiez promis, pourquoi pas, à une carrière intéressante sur le plan financier, vous pouviez avoir des jobs extrêmement rémunérateurs, pourquoi pas. Si vous vous engagez à droite, et dans le temps, les meilleurs venaient dans la politique. Aujourd'hui, les meilleurs, ils sont PDG de Carrefour ou souvent, je cite le cas d'Alexandre Bompard. Alexandre Bompard, dans un autre monde, il aurait peut-être fait de la politique. Aujourd'hui, il est chez Carrefour. Voilà. Pourquoi ? Il a peut-être pas envie d'être. Pardonnez-moi, c'est trivial ce que je veux dire. Il a peut-être pas envie d'être emmerdé. En fait. Bien sûr. Il a peut-être envie de gagner beaucoup d'argent. Et puis il a pas peut-être. Alors quand tout sera bien, peut-être qu'il reviendra à la politique. Mais c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on se projette ? Il ne va plus avoir... Les meilleurs ne viendront plus. Les meilleurs ne viendront plus, parce qu'il y a trop de coups à prendre. Bien sûr. Donc, ça se passe déjà dans les villes. Hein. Bien sûr. Je ne veux pas citer d'exemple, mais il y a un niveau... là, à Nantes, par exemple, vous avez quelqu'un à Nantes, un conseiller municipal à Nantes, qui a expliqué que Nantes avait été bombardée par des nazis. Non. En 1943. C'est dire le niveau culturel des conseillers municipaux à Nantes. On a une députée qui a parlé de la guerre 39-46 aussi. Alors voilà. Non, mais d'ailleurs, je demande, on va le sortir. Les nazis, donc il n'est pas au courant que c'est les Américains qui ont bombardé Nantes. Et les conseillers municipaux à Nantes. Et les Anglais. Bon, c'est joli. Et les Anglais. Et il y avait Clark Gable qui était dans l'escadron. À des mille pieds. C'est une légende. C'est Jean-François Copé. Donc, je rebondis sur ce que vous dites. Oui. Monsieur Beaufils, racontez juridiquement, qu'en pensez-vous ? Monsieur Beaufils. Je vous l'ai dit, moi, cette exécution provisoire d'une peine complémentaire me semble totalement disproportionnée, mais pas forcément même dans le cas Le Pen, dans un cadre général. Et ce que vous disiez tout à l'heure, moi je suis totalement d'accord, le citoyen peut avoir droit de voter pour une personne qui a été condamnée. Oui. Et d'ailleurs, la justice a été rendue au nom du peuple. Normalement, est rendu au nom du peuple. Donc le fait de prononcer une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire prive quand même le peuple d'exercer son propre droit et d'exercer ce pouvoir électoral. Et la présomption d'innocence quand même, parce que il me semble que jusqu'à la fin des recours, on est considéré comme on est présumé innocent. Donc, en fait, l'exécution provisoire en matière pénale, elle est intéressante lorsque vous avez affaire à un individu qui est dangereux, un criminel. Même d'ailleurs délictuel, s'il est très dangereux pour la société, il a droit de faire appel à son droit le plus absolu. Mais pour préserver l'intérêt général et prévenir tout trouble à l'ordre public, on peut lui fixer un mandat de dépôt avec exécution provisoire. Et là, il est en détention le temps de l'appel. Mais sur les peines d'inéligibilité, je trouve que c'est encore une fois, c'est vouloir faire plus blanc que blanc. Si je peux me permettre, on se focalise sur l'exécution provisoire, mais l'autre scénario, qui est aujourd'hui le plus probable, que Marine Le Pen soit condamnée sans exécution provisoire, il n'est pas beaucoup plus confortable pour elle. Parce que ça veut dire qu'elle peut faire appel de la décision. Je parle sous votre contrôle, la procédure d'appel, ça va nous amener vers 2026, peut-être début 2027. Ça veut dire que jusqu'à la campagne présidentielle 2027, ces affaires judiciaires vont rester dans l'atmosphère, vont continuer à l'embêter, Marine Le Pen. Et donc en fait, qu'elle soit condamnée avec exécution provisoire ou sans, mais vous avez parfaitement raison. Embêtée jusqu'à l'élection présidentielle. Elle peut avoir aussi une peine d'éligibilité avec exécution provisoire d'un an ou 2 ans. Et dans ce cas, elle pourra quand même concourir à l'élection présidentielle, même dans 2 ans. Non, mais puis sur le fond, c'est questionnable. Moi, je vous assure, sur le fond, d'empêcher Madame Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle, parce que elle aurait fait travailler, ce qui est déjà très contestable, parce que évidemment, quand tu es un député. Quand tu es assistant d'un député, va faire la différence entre le travail que tu fais pour le Parlement européen et le travail pour ton parti. C'est une affaire de corne-cul. Voilà. En sachant que c'est une affaire de corne. Ça a été démontré au moment du procès, visiblement. Alors ensuite, ce qu'on peut discuter, c'est est-ce que n'est pas légitime pour quelqu'un qui travaille au sein du Rassemblement national ou du Front national à l'époque de travailler finalement pour le Front National et pas pour l'Union européenne. Ce que voulait l'Union européenne, c'est de fonctionnariser effectivement ces gens-là et qu'ils ne travaillent que pour le Parlement. Tout ça n'a pas de sens. Le garde du corps assistant, c'est quand même peut-être. Voilà, c'est ça. Bon, là ensuite, c'est Vincent Herouet. Tout ça n'a pas beaucoup d'âge. Je vous assure. Mais les enjeux la peine semble disproportionnée. Les enjeux de la démocratie. La France a beaucoup de soucis. Elle en a beaucoup de soucis. En fait, elle n'a que des soucis. Voilà, si on voulait résumer, sécurité, immigration, économie, elle n'a que des soucis. Et on est en train de réfléchir depuis des semaines si Mme Le Pen va pouvoir se présenter parce qu'elle aurait fait travailler un assistant parlementaire. Tout ça est grotesque.
tout ça, évidemment, est grotesque. En tout cas, je vous livre là mon humble avis, monsieur Hervouette. Mais je n'ai pas véritablement d'avis, j'écoute et j'apprends. Oh, c'est la première fois que ça, c'est très facile. Quel menteur. Ça, c'est Quel menteur. On n'avait pas de... C'est un drôle de pays où l'on peut la se preuve, c'est présenter... que... Non, c'est un drôle de pays où on peut être vaincu 3 fois à plat de couture à la présidentielle et se présenter une 4e fois. Vous me direz que c'est comme ça que Mitterrand a été élu. Non, 2 fois. Mélenchon. Quoi, Mitterrand? Non, 65, 74, 81, 3e fois. Oui. Mais elle, c'est la 4e. Chirac, pareil. Ah non, oui, la famille Le Pen, c'est la 9e fois. Oui. Oh bah d'accord, la famille. Non, mais je crois que c'est Oui, mais unique au monde, quand même. Oui. Bon, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, ah oui. On n'est pas un concours. La deuxième remarque, non, mais je vous assure que c'est assez singulier. On voit Mais pas vous ça avez partout. parfaitement raison. La deuxième chose, normalement aux États-Unis, quand vous êtes vaincu, vous disparaissez de la scène, on vous entend plus jamais parler de Vous vous. avez raison, Trump vient d'être réélu. Oui, C'est le bon Trump est le exemple. contre-exemple. Oui, franchement. C'est la première fois, c'est comme le pape. Vous allez pas, on peut reprendre. Et il en veut une 3e en plus. Oui, il en veut une 3e. Et le pape a été élu qu'une fois, là, faut reconnaître quand même. Bon. Vous avez bien fait de prendre la parole, monsieur Hervouette. Moi, j'ai l'impression d'être dans la. Il y a un pays que je connais bien où je fais souvent un reportage, qui est la République du San Théodoros. La République du San Théodoros, ou la République de l'oreille cassée, où il y a des coups d'État. Ah oui, pour Tintin. Mais là, en France, maintenant, on a des coups d'État judiciaires, ce qui est quand même assez original. Donc, on a eu Fillon, on a eu Sarkozy, on a maintenant. Mais Fillon, c'est un bon exemple, parce que ce que vous dites tout à l'heure, ce sont les parlementaires qui ont donné ce pouvoir aux juges. Mais les juges se sont arrogés cette espèce de pouvoir de faiseur de roi, et pour Fillon, je trouve que c'est un bon exemple. Voilà, collé au mur des cons. Le canard enchaîné sort les révélations, c'était mi-janvier, vers le 20 janvier, quelque chose comme ça. Un mois après, le PNF est saisi, quand même. Oui. Et un mois après, il y a une mise en examen. C'est quand même d'une probabilité inédite. Pour être honnête, Fillon le réclamait. Je pense que c'est plus rapide, c'est-à-dire que le papier sort le matin et le PNF est saisi le soir. Oui, ça va la plus mise en vite. examen intervient un mois et demi après Oui, ou quelque c'est chose comme ça. possible. Mais tout à l'heure, j'ai dit, il a favorisé. Bien sûr. J'ai pas dit, j'ai pris un terme vraiment le plus léger possible. Le PNF a favorisé l'élection d'Emmanuel Macron. Je n'en ai pas dit d'avantage. Éliminer le favori en 2017, s'apprête à le faire en 2027. Je vous assure que c'est vraiment singulier. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'autres exemples dans le... Alors, vous allez plus loin que moi. Vous dites qu'il a éliminé le favori en 2017 et il s'apprête à éliminer les deux. Il s'est quand même présenté en Vous avez entendu le carillon peut-être? C'est dommage, j'avais une bonne remarque à faire. Oui. Mais non, mais il y a le carillon. Ça, écoutez, vous la direz à Michel Drucker.